Toujours moins 18 à Québec, ça reste très très froid. On annonce un maximum de moins 12 aujourd'hui avec de la faible neige. Vous écoutez donc Québec Réveil sur les ondes de CKIA 88.3 ou encore sur ckiafm.org. Christian Daigle est le président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Il vient nous entretenir régulièrement de grands enjeux qui touchent l'administration publique, celle du gouvernement québécois évidemment. Christian, on n'arrête plus de parler de Top Gun. On a un Top Gun en santé. On en cherche, on en a un ou on en cherche un pour l'éducation aussi. Mais aujourd'hui, tu veux nous parler donc de cette annonce-là de la recherche d'un Top Gun ou d'une Top Gun pour les transports. Effectivement, c'est pour l'agence Infra-Québec. Oui, la nouvelle agence. Exactement, l'agence de Mme Guilbeault qui va s'occuper avec une cinquantaine de personnes de diriger ou regarder l'ensemble du transport collectif. Alors, c'est un poste à 355 000 $. C'est net de vos auditeurs qui sont intéressés et qui peuvent appliquer. Mettez vos CV à jour. Exactement. Mais on comprend pas la situation. Déjà de créer Infra-Québec... On en avait parlé, Christian. Ben oui, c'est ça. La raison d'être même de cette agence-là, vous la comprenez pas? Ben non, exactement. Il y a des gens au ministère qui sont capables de faire la job. Il y a des gens qui sont capables de faire l'analyse qu'il faut. Mais ça, on voit juste que c'est une autre agence pour déresponsabiliser la ministre, déresponsabiliser le gouvernement. Comme on a vu avec SACLIC, où est-ce qu'une fois qu'il y a eu un problème, ben, c'est le DG ou le PDG qui a payé de sa job ça, et non pas la ministre ou le ministère à ce moment-là, qui était au MCN, qui ont pris la responsabilité de la chose. Donc, à 355 000 $ plus les bonus, plus les autres choses. Là, ça incluant les bonus, je pense. C'est 310 000 le salaire de base. Peut-être, effectivement. Avec les bonus, ça fait 355 000. Exactement. Mais il y aura un adjoint, j'imagine. Il y aura d'autres personnes qui vont compléter l'entourage de ce Top Gun-là ou de cette Top Gun-là. Pendant ce temps-là, on coupe à la base. On coupe des ouvriers. On renouvelle pas des postes de fonctionnaires également aussi qui, eux, donnent du service sur le terrain. Et donc, on pourrait mettre en place des équipes au ministère des Transports pour aller réparer des routes, aller s'occuper des ponceaux. On pourrait mettre cet argent-là ailleurs. On coupe parce qu'on a besoin de 11 milliards, mais en même temps, on arrive avec un poste comme ça qui, pour l'instant, en tout cas pour moi, n'a pas démontré son efficacité. On va rester dans les transports parce que tu veux aussi nous parler de déneigement. Je ne savais pas, moi, je plaide coupable d'ignorance, que c'est le ministère des Transports qui s'était donné comme objectif de ramener sous les 50 %. Dis-moi là si je comprends bien, le recours à la main-d'œuvre externe pour déneiger, c'est ça? Effectivement. On fait beaucoup affaire avec des déneigeurs au Québec. Environ à peu près 80 % du déneigement provincial. Je ne parle pas de la ville de Québec, mais je parle vraiment des routes et autoroutes qui sont entretenues par le ministère des Transports à la grandeur du Québec. Avant ça, c'était l'ensemble du ministère qui s'occupait de ces routes et on a tranquillement délaissé ça à travers les années. Aujourd'hui, on ne s'occupe plus qu'environ 20 % des routes au Québec au niveau du ministère des Transports. Autrement dit, c'est tout ce qui ne relève pas d'une ville. Exact. Toutes les municipalités qui n'ont pas à charge certaines routes. Là. Donc, les autoroutes surtout. Les routes régionales. Et les routes régionales. Les routes commencent par 100 ou 200 à différents niveaux. Là. Ça va être le ministère qui va s'en occuper dans certains coins, selon certaines ententes aussi. Bien que dans certaines municipalités, ils s'occupent quand même des autoroutes ou des routes secondaires qui appartiennent au ministère. Alors, on avait un engagement de la part du ministère des Transports qui voulait reprendre à 50 % les grands réseaux routiers. Donc, dans les grandes villes, on se rappelle qu'en 2017, il y avait eu sur l'autoroute 13 les 200 automobilistes qui étaient restés pris, qui était un sous-traitant qui avait à ce moment-là pas fait sa job correctement. À chaque année, il y a des amendes qui sont données, puis il y en a de plus en plus au niveau monétaire, des amendes salées qui sont données aux entrepreneurs qui ne déneigent pas les routes correctement selon les devis. Et à ce moment-là, le ministère avait pris l'engagement de reprendre à sa charge. Ce qu'il n'a pas fait à travers les années, faute de main-d'œuvre, faute peut-être de volonté également aussi de vouloir reprendre ça à sa charge. De ressources matérielles aussi? Ressources matérielles, non, pas nécessairement. Parce qu'on avait acheté des camions, on a acheté le matériel qu'il fallait, sauf qu'on n'avait pas embauché, on n'a pas eu d'embaucher les conducteurs qu'il fallait. On ne paye pas assez cher au ministère par rapport au privé. Alors, les conducteurs ont préféré rester au niveau du privé, ne pas s'en venir pour travailler pour le ministère. Parce que ça prend, pour faire rouler un camion comme 24 heures sur 24, puis ça prend un nombre X de chauffeurs, mettons 2 chauffeurs et 3 chauffeurs, tout dépendant des chiffres qu'il y a puis du travail qu'il y a à faire. Mais on n'a pas réussi à trouver la main-d'œuvre nécessaire parce que les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous. C'est souvent ce scénario-là qui rend ça difficile pour le gouvernement. Effectivement. Et puis, on sait que les déneigeurs ou que les entrepreneurs qui ont les contrats n'ont pas les mêmes critères que le ministère. Nous autres, dès qu'il commence à tomber un brin de neige sur la route, les épandeuses sont là, les déneigeuses sont là. Eux autres, au niveau des entrepreneurs, ça prend un nombre X de centimètres
avant. Ça prend du monde pour surveiller ces entrepreneurs-là également aussi, pour assurer qu'ils font bien la job. Donc, on a plusieurs histoires où est-ce que le déneigeur n'a pas fait sa job correctement. Puis, il y a eu des difficultés. Après, il y a eu des carambolages, il y a eu des sorties de route également aussi. Donc, nous, on espérait que le ministère puisse reprendre à l'interne une plus grande partie du travail, parce qu'en même temps aussi, l'autre aspect, c'est qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui soumissionnent sur les contrats du ministère. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les soumissions, il y en a moins, les gens chargent plus cher, sont capables d'avoir des routes quasiment seuls au niveau de la soumission. Et on se retrouve avec des contrats qui coûtent beaucoup plus cher pour le gouvernement. On se retrouve avec 80 millions de plus en 4 ans au niveau des coûts d'entretien pour les soumissions et les entrepreneurs. Ouais. Donc, c'est 20 millions par année qu'on pourrait économiser à reprendre ça à l'interne versus les coûts qu'on pourrait, au minimum 20 millions, là, je dirais, juste la Ville de Québec. La Ville de Québec est un bon élève pour le ministère des Transports parce qu'ils ont décidé de reprendre à l'interne plusieurs contrats d'entretien. Ils ont sauvé 12 millions en un an. Mm-hmm. Au niveau de la province, imaginez si on pouvait reprendre ça à l'interne, comment de millions qu'on pourrait sauver à reprendre à l'interne au niveau de la province, alors que la Ville de Québec seulement le fait et sauve 12 millions dans la dernière année. Donc, ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse, selon vous, c'est offrir de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail pour attirer effectivement, des déneigeurs, au fond. Juste à offrir des meilleures conditions de travail, même si ça coûterait plus cher, entre guillemets. On économiserait. Ben oui, parce que l'entreprise privée, d'abord, paye ses déneigeurs plus cher. Il faut qu'elle fasse un profit également là-dessus. Il faut qu'elle se garde une marge de manœuvre par rapport à ça. Puis dans les clauses de contrat, quand il y a beaucoup de neige qui tombe durant l'hiver, ben, il y a des clauses pour augmenter la valeur du contrat aussi. Quand il tombe plus que 300 cm ou 200 cm, je ne sais pas les normes exactement, mais quand ils ont plus que tant, ben le contrat est upgradé, il augmente de 20 15 la valeur du contrat. Si on a ça à l'interne, au ministère des Transports, on n'a pas à gérer cette situation-là. On a des gars qui travaillent, des filles qui travaillent sur la route au même salaire à ce moment-là tout au long de l'année, et c'est juste l'équipement. Oui, l'équipement coûte toujours un petit peu plus cher d'année en année parce qu'il y a le coût de la vie qui a augmenté, l'essence a pu augmenter un petit peu également aussi, mais au niveau du ministère, on contrôle beaucoup plus facilement ces coûts-là que quand on soumissionne, puis qu'il y a 1 ou 2 soumissionnaires seulement pour un contrat. On va faire un petit peu de lexicologie syndicale. On s'était donné ce mandat-là, puis on n'a pas eu l'occasion de le faire ces dernières semaines, mais c'est un projet qu'on avait. Christian, l'idée, c'était qu'à chacune de tes chroniques, on finisse en démystifiant un terme syndical, ou en tout cas qui a un rapport avec les relations de travail, qu'on est susceptible d'entendre souvent dans les médias. Mais que les gens ne comprennent pas forcément. Il faut se le faire expliquer. Puis on va profiter de ta présence chez nous pour le faire. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un terme qu'on a vu dans les journaux à la fin de 2024, je me souviens, c'est clause remorque. Hein? C'est comme ça que ça s'appelle? C'est quoi une clause remorque? Clause remorque ou une clause de parité. Souvent, on va mettre ça dans les conventions collectives, puis je vais l'expliquer assez facilement. Parce qu'au niveau du gouvernement du Québec, je représente, mettons, au niveau de mon organisation, 27 000 fonctionnaires, 4 000 ouvriers, 6 500 personnes à Revenu Québec, mais il y a plein de petites conventions collectives également que je prenne, mettons, le Musée de la civilisation. Après ça, il y a la CEPAC à différents niveaux. On avait Investissement Québec également. On a plein de petits organismes qui dépendent du gouvernement du Québec, mais qui n'ont pas une force pour faire un front commun, mettons, puis aller négocier. Donc, lorsqu'on a des négociations... Est-ce que ces gens-là relèvent de ton syndicat, les gens du Musée de la civilisation? Oui, exactement. On a une quarantaine de conventions collectives, dont je prends entre autres le Musée de la civilisation à Québec. On a les musées à Montréal, Musée d'art contemporain également. On a Recyc Québec. On a plein de petits groupes comme ça, qui ont chacun leur contrat de travail. Qui ont chacun leur contrat de travail parce qu'on a créé une agence à un moment donné, on a cédé des pans de la fonction publique. Avant ça, c'était des fonctionnaires. Comme à l'époque, même la CEPAC, c'était le MLCP, le ministère de Loisirs, Chasse et Pêche. Mais là, je divague un petit peu plus loin, là. Mais juste pour dire qu'à force que le gouvernement sort des bouts de la fonction publique, on crée à ce moment-là un côté parapublic et une convention qui lui est propre. Mais ces organismes-là, souvent, sont à la remorque des conventions collectives, des grandes conventions collectives. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça clause remorque. Quand ils vont signer, puis on est en avance un petit peu des fois sur la négociation, on va signer une clause pour dire, qu'est-ce qui va s'appliquer chez les fonctionnaires, on va l'appliquer chez nous. On l'a vu à l'avant-dernière négociation, parce que la négociation 2020-2023, quand nous, on a signé chez les fonctionnaires, on était à 6 mois de l'échéance. Donc, les mandats monétaires pour les unités parapubliques, pour les autres organismes sont arrivés, puis la convention était quasiment déjà issue. Donc, on a signé 2020, aller jusqu'à 2025 ou 2026, mais ne sachant pas quel serait le salaire à ce moment-là, dans ces conventions-là, on a signé une clause remorque en disant qu'est-ce que les fonctionnaires vont avoir pour 2023, 2024, 2025, on va l'appliquer également chez nous. Mais là, aujourd'hui, le gouvernement du Québec, la CAQ, change la donne. On a signé une clause remorque, puis
quand on signe une clause de remorque, souvent, c'est juste pour le monétaire, donc les augmentations salariales. On n'a pas les à côté quand on a des petits ajouts au niveau de primes, de ci, de ça. Mais le gouvernement du Québec dit aujourd'hui, moi, dans mes conventions collectives, j'ai donné une contrepartie. Les syndicats ont donné une contrepartie pour obtenir leur augmentation salariale. Donc, dans ces conventions-là, on va demander une contrepartie aussi. Pourtant, le contrat a été signé en 2023, au début 2024, sans avoir de contrepartie, sans avoir rien. Et là, aujourd'hui, on change la donne au niveau du gouvernement. On ne respecte pas la signature qu'on a mise dans la convention collective. Alors, présentement, on a plusieurs unités parapubliques qui ne peuvent pas obtenir les mêmes augmentations qui ont été obtenues dans la fonction publique parce qu'ils ont une clause remorque, parce que le gouvernement refuse d'honorer sa signature à ce moment-là. Mais c'est un engagement du gouvernement? C'est un engagement qui est fait en bonne et due forme, qui a été signé par les deux parties. Un contrat. En sachant très bien que on avait à ce moment-là des choses qu'on laissait sur la table au niveau de la négociation, mais on voulait au moins s'assurer d'avoir quelque chose en temps réel, en augmentation. Donc, on est présentement en recours, autant à Revenu Québec qu'avec les autres endroits également on a déposé des recours justement devant les tribunaux pour faire respecter la signature qui a été mise en place. L'École nationale de police également, il y a des choses comme ça. Donc, c'est tous des groupes qui ont présentement des recours parce que le gouvernement ne respecte pas sa parole. C'est comme si on signait un contrat, toi et moi, puis que demain matin, je décide de dire non, mon contrat, je décide qu'il n'est plus bon, je veux renégocier les termes. Si tu dis non, le contrat, il faut l'appliquer, il faut l'appliquer. On peut pas, à moins que les deux parties veuillent renégocier. Si on veut réouvrir la convention collective, de notre côté, on va venir réclamer d'autres choses aussi. Mais à l'époque, ce qu'on a signé et qui devait s'appliquer, doit continuer à s'appliquer aujourd'hui. Les deux parties l'ont fait en bonne foi à l'époque. C'est de même que ça doit se poursuivre. Mais légalement, qu'est-ce que le gouvernement évoque comme argument pour... Ce qu'il dit, lui, il dit quand j'ai donné cette augmentation-là de salaire, mettons le 6% qu'on a eu pour le 1er avril 2023, il dit c'était les fonctionnaires, mais nous autres, il dit on a eu des gains en retour. Il dit on a eu des récupérations en retour sur la convention. Donc, c'est un peu la même chose dans toutes les négociations. Je donne un peu plus, tu donnes un peu plus de ton bord, puis on se trouve un terrain d'entente. Mais là, il dit, vu que les syndicats m'ont donné quelque chose en retour, je dois avoir quelque chose de ton bord aussi. Mais non, tu n'es pas supposé. Quand tu as signé à l'époque, puis tu as entériné l'entente qui a été signée, c'est de dire, j'acceptais les termes qui étaient là, en sachant que je laisserais des choses sur la table de part et d'autre. Les gens qui sont au musée, mettons, les gens qui sont ailleurs à Revenu Québec, ils savent qu'ils n'auront pas les primes, mettons, qui sont prévues pour la fidélité, ils n'auront pas d'autres aspects, mais ils sont prêts à laisser ça de côté pour avoir la clause remorque qui s'applique. C'est la même chose qu'on doit avoir dans l'ensemble des conventions. Le gouvernement a signé ça en sachant qu'il faudrait qu'il paye, mais qu'il n'y aura pas de récupération, qu'il n'y aura pas rien. C'est juste ça. Mais la clause remorque n'est pas respectée par le gouvernement présentement. Fait qu'on va demander aux tribunaux de la faire respecter. On va garder un œil, évidemment, sur ce dossier-là, la clause remorque. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. On s'en parle dans 2 semaines. Bye.